Bonjour et bienvenue sur RCF, il est 8h10 ce mercredi 11 décembre et dans notre matinale, vous le savez, c'est l'heure du grand invité. Ce matin, nous recevons un médecin engagé, attentif à l'actualité, comme il l'écrit sur Twitter, un homme de gauche qui dans son dernier livre tente de comprendre le scandale du Levothyrox, un énième scandale sanitaire dont il a été bien malgré lui le témoin impuissant. Claude Pigemont, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin gastro-entérologue et hépatologue, vous avez été de 2013 à 2018 vice-président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSE. Vous avez aussi été pendant 23 ans chargé de la santé au Parti socialiste. Alors votre livre s'intitule Levothyrox, une scandaleuse négligence et c'est sous-titré 3 millions de patients mis en danger. C'est publié chez l'Archipel. Alors on va faire quelques rappels. Ce scandale du Levothyrox, il commence en mars 2017 quand le laboratoire Merck change la formule de ce médicament qui est utilisé par près de 3 millions de patients en France, des patients qui souffrent de problèmes de thyroïde. La suite, ce sont des milliers de Français qui signalent des effets secondaires très indésirables et qui seront méprisés par l'élite politique et médicale avant que les études ne leur donnent raison, même si la justice ne les suivra pas quand ils demanderont à Merck de les dédommager pour défaut d'information. Alors Claude Pigemont, vous allez d'abord nous dire ce que vous venez faire dans cette affaire. Vous n'êtes pas endocrinologue et votre titre de vice-président de l'ANSM peut prêter à confusion puisque l'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est un des acteurs de ce scandale. Tout à fait. Alors moi j'ai été donc d'abord nommé comme personnel qualifié au conseil d'administration et élu par le conseil d'administration, j'insiste sur le terme, élu par le conseil d'administration, vice-président. J'ai été donc de 2013 à 2018. Et donc, j'ai vécu énormément de crises sanitaires, pas uniquement le Levothyrox. J'ai vécu aussi les prothèses mammaires, les pilules 3e, 4e génération et la dépakine. Donc, j'ai été très sensibilisé, disons, aux crises sanitaires. Et donc, est arrivée effectivement la crise du Levothyrox, puisque le nouveau Levothyrox est arrivé sur le marché en mars 2017, alors que j'étais vice-président. Et c'est vrai qu'au début, je me suis rendu compte de rien. C'est-à-dire qu'en fait, le nouveau médicament arrive en mars 2017. Progressivement, il y a une pétition qui se met en place, qui va recueillir plus de 100 000 signatures. Tout ça jusqu'à l'été 2017. Et le 16 août 2017, Le Parisien sort l'affaire, avec des témoignages multiples de personnes qui perdent des cheveux, qui ont des malaises, qui ont des vertiges. Et moi, je découvre cette affaire dans Le Parisien le 16 août, alors que je suis vice-président. Et très vite, vous dites, ça ne peut pas être que des effets placebo, il y a quelque chose de plus grave derrière. Exactement. Alors au début, je ne suis pas spécialiste. C'est l'homme politique qui, en fait, qui sent les choses. Voilà. Au départ, effectivement, moi, je ne suis pas spécialiste endocrino. Donc, je regarde ça, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et progressivement, effectivement, Annie Dupéret prend la parole. La ministre, à mon avis, ne prend pas la mesure de ce qui se passe. On parle rapidement d'une crise médiatique, alors que c'est une crise sanitaire. Et donc, je vois assez rapidement qu'il y a un décalage entre la prise de position des autorités sanitaires et du politique par rapport aux plaintes des patients. Elles sont dans le déni ? Elles sont effectivement dans le déni et dans l'incompréhension, en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on a bien agi en tant qu'autorité sanitaire, en tant que ministre, et on voit effectivement un décalage entre la parole publique et la plainte des patients. Et là, je me rends compte qu'il y a un fossé qui est en train de se créer entre les patients d'un côté, les médecins, particulièrement endocrinologues, et les autorités sanitaires. C'est ça qui m'alerte, c'est ce fossé qui est en train de se creuser. Ce qui choque dans cette affaire, c'est le mépris pour la parole des patients. Oui, alors ça, c'est classique. C'est-à-dire que quand vous regardez les crises sanitaires, comment ça se passe? Toutes, elles commencent de la même manière. Plainte des patients. Au début, personne ne les écoute. Il faut un lanceur d'alerte. Souvent, c'est une lanceuse d'alerte. Et à partir de là, il y a un média, souvent classique, Le Parisien pour le Levothyrox, Le Figaro pour le Mediator, qui donne une dimension nationale, et après, ça devient une affaire nationale. Et il y a très rapidement une judiciarisation de la question, puisque les tribunaux sont saisis très vite. Donc, à chaque fois, c'est le même processus. Vous prenez le Mediator comme le Levothyrox, même si, effectivement, ce n'est pas la même gravité, c'est toujours la même mécanique. Alors, Claude Pigemont, on va parler un peu du Levothyrox. Vous l'avez dit, c'est pas la même gravité que le Mediator. Il n'y a pas de mort avec le Levothyrox. À ma connaissance, pour le moment, non. Même s'il y a une plainte pour homicide involontaire qui a été déposée devant le tribunal de Marseille. Mais pour le moment, à ma connaissance, je n'ai pas de preuve de lien direct
entre effectivement le lévothyrox et un décès. De quoi vont souffrir les patients qui vont changer de formule de lévothyrox? Alors ça va pourrir leur vie. Voilà, c'est ça qui est le problème. Et c'est tous les patients? Alors justement, le mystère, c'est qu'il y a une partie des patients qui sont passés au nouveau lévothyrox et qui vont extrêmement bien, et une partie des patients qui vont très mal. Et on ne sait pas pourquoi. Certains, disons, le supportent très bien et d'autres le supportent très mal. C'est ça le mystère et l'énigme. Il y a des gens qui sont passés au nouveau lévothyrox et qui n'ont eu aucun problème. Et moi, j'ai eu des patients que j'ai vus justement dans mes consultations que ça a pourri la vie. Et le mystère, c'est pourquoi certains, pas d'autres. Alors, est-ce qu'on peut rappeler la particularité du lévothyrox? C'est pour traiter des problèmes de thyroïde et c'est un médicament très sensible, c'est ça? Voilà, alors ça traite les hypothyroïdies et on appelle ça un médicament à marge thérapeutique étroite. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit dosé, vraiment microdosé. C'est ça le problème. Et donc peut-être on n'a pas pris la mesure de la sensibilité de ce médicament en passant de l'ancien à la nouvelle formule. Ce n'est pas un médicament comme les autres. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on est passé de l'ancienne à la nouvelle formule? Pourquoi Merck a changé la formule de ce médicament si tout allait bien? Alors moi, je ne le sais pas. La raison officielle... Aujourd'hui, on ne le sait toujours pas. On ne sait pas. Si, la raison officielle, c'est que l'agence du médicament a demandé à Merck de stabiliser le lévothyrox. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on considérait que l'ancien lévothyrox, au bout d'un certain temps, était moins efficace. Puisqu'en fait, la péremption était donnée sur 3 ans. Et donc, au bout d'un moment, il était moins efficace. Donc, ils ont demandé effectivement à Merck de stabiliser pour que le médicament reste toujours aussi efficace. Donc, c'est une demande de l'agence du médicament à Merck. Et donc, Merck va changer les excipients. Les excipients, c'est une sorte effectivement de couverture du médicament qui permet de stabiliser les médicaments. Donc, on va passer effectivement du lactose, l'ancien excipient, à l'acide citrique et au mannitol. Donc, on change les excipients. Mais honnêtement, les excipients sont des excipients vraiment tout à fait banals. Hein. Pourquoi vous dites que c'est la version officielle? Parce que c'est ce qu'on nous a dit. Et c'est pas vrai? Moi, je crois la version officielle, jusqu'à preuve du contraire. Mais vous avez des doutes, parce que vous avez des doutes, non? Je ne sais pas. Pour le moment, moi, la version officielle, c'est l'agence du médicament demande à Merck de, effectivement, stabiliser le médicament. Parce que ce médicament était instable? Parce qu'il devenait instable avec le temps. Voilà la version. Donc, Merck fait des études de bioéquivalence. Alors, bioéquivalence, ce que ça veut dire, c'est-à-dire d'efficacité. Là, c'est compliqué, là. Alors, d'efficacité. Ils vont étudier, effectivement, l'efficacité et eux vont dire à l'agence qui va valider que l'efficacité est identique entre l'ancien et le nouveau, sauf que le nouveau est plus stable. Sauf que tout ça va être remis en cause par une étude franco-britannique qui va faire la une du Monde, montrant qu'effectivement cette étude d'efficacité identique n'est pas fiable. En fait, Merck, c'est un peu pipoté l'étude? Je ne sais pas, on ne sait pas. En gros, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est une énigme, mais ce qu'on sait maintenant, c'est que la méthode utilisée d'efficacité n'était pas fiable. Ça, c'est prouvé par des études, une étude franco-britannique entre des chercheurs français et britanniques qui ont publié dans des revues très sérieuses, montrant que l'étude d'efficacité, pour être simple, de cette nouvelle formule, faite sur 204 personnes saines, sujets sains, n'était pas équivalent. Donc, ce qu'on sait actuellement, c'est que la méthode pose problème. Maintenant, pourquoi il y a des gens qui supportent bien et d'autres qui supportent mal, je ne peux pas répondre. Mais par contre, la méthode, maintenant, ce qu'on nous avait dit au départ, que c'était impeccable, que tout s'était très bien passé, maintenant on sait que ça ne s'est pas bien passé, puisque l'étude n'était pas fiable. Bon, Claude Pigemont, vous étiez vice-président de l'Agence nationale de sécurité du médicament pendant toute cette affaire. Quel fut le rôle de cette agence? Alors, il y a 2 choses. Le conseil d'administration, j'étais vice-président, moi je ne suis pas exécutif. Hein, je suis bénévole. Je ne suis pas exécutif, donc je me suis trouvé dans une position compliquée d'alerter le conseil d'administration alors que je ne suis pas exécutif. L'exécutif, c'est le directeur général et son équipe. Donc, en conseil d'administration, devant cette énigme, moi, j'ai demandé une étude scientifique. Vous avez posé des questions? J'ai posé des questions. Au début, comme effectivement, je n'étais pas sûr de moi, au début, j'ai posé des questions en disant, il y a un truc qui ne va pas. Et plus j'avançais, plus je voyais que j'avais des doutes et plus je voyais qu'en face de moi, j'avais un mur des autorités sanitaires par rapport à ma demande qui me paraissait très simple, très raisonnable, de faire une étude scientifique indépendante, soit au niveau de l'agence, soit par des institutions extérieures, style CNRS ou INSERM. Donc ma demande permanente pendant l'année 2017 et 2018, c'est de demander une étude scientifique indépendante que je n'ai jamais... Et on vous la refuse? On ne me l'a jamais accordée. Et pourquoi on la refuse? Alors justement, pour moi, c'est un mystère.
Parce que je pense qu'ils ont fait le dos rond, ils attendaient que les choses se tassent, et que donc les choses allaient rentrer dans l'ordre. De quoi ils ont peur ? Mais moi, je pense que là-dedans, il y a eu un déni. Il y a eu un déni par rapport à la parole des patients et après, par rapport, je dirais, à un comportement scientifique. C'est-à-dire que les autorités sanitaires, comme les médecins endocrinologues, l'élite médicale, ne supportent pas de ne pas savoir. Et en fait, il n'y a pas de honte à dire qu'on ne sait pas. Et je pense que pour ces gens-là, que ce soit au niveau administratif ou médical, le fait de reconnaître qu'on ne sait pas, ça les déstabilise quelque part. Et donc, ma demande les déstabilisait parce que je demandais une étude scientifique sur un truc à laquelle ils n'avaient pas de réponse. Claude Pigement, quelle est la responsabilité du laboratoire Merck dans cette affaire ? Alors, elle est compliquée parce que officiellement, le laboratoire Merck dit c'est l'autorité sanitaire, c'est la NSM, l'agence du médicament, qui nous a demandé effectivement de changer la formule. Après, on a entendu beaucoup de choses courir, que c'était pour s'ouvrir le marché chinois. Moi, tant que je n'ai pas effectivement de preuves, j'en reste là. Par contre, ce qui est prouvé maintenant, c'est que l'étude menée par Merck d'efficacité dite bioéquivalence n'a pas été une bonne étude, n'a pas été fiable. Donc ça, effectivement, c'est un reproche qu'on peut faire. Mais c'est vrai que la demande n'est pas venue de Merck, elle est venue des autorités, à ma connaissance. Elle est grave, cette crise ? Alors, elle est grave sur le nombre de personnes touchées. Parce que jusqu'à présent, donc on n'a pas de preuve, disons, de mortalité, mais elle est grave parce que ça se compte en dizaines, sinon en centaines de milliers de personnes dont la vie quotidienne a été pourrie. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'on a un peu méprisé ces patients, c'est que c'était pas des infarctus, c'était pas des tumeurs, c'était pas des cancers, c'était pas des valvulopathies, c'était des gens qui perdaient des cheveux, qui avaient des malaises, qui avaient des vertiges, qui étaient fatigués, dont la vie quotidienne était pourrie. Mais ils n'étaient pas malades dans le sens où ils n'avaient pas une pathologie précise. Et là, je pense qu'il y a eu aussi un décalage, un manque d'écoute par rapport à ce que les gens vivaient dans leur vie quotidienne, qui vraiment amputaient leur vie professionnelle et leur vie quotidienne et la réalité des choses. Claude Pigement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise plus ? Alors, d'abord, il faut toujours faire cette étude scientifique. Moi, je demande toujours cette étude scientifique et, d'une manière plus large, mieux écouter la parole des patients. Moi, je pense que les patients, maintenant, sont vraiment des acteurs prioritaires dans le système. Patients experts, c'est l'expression consacrée. Oui, mais alors au départ, c'est les patients et après, maintenant, il y a les patients experts. Mais jusqu'à maintenant, le système de santé, c'était un trio. C'était l'État, l'assurance maladie et les professionnels de santé. Maintenant, c'est un quatuor. C'est avec, effectivement, les patients. Et en plus, ils sont maintenant très bien représentés avec France Assos Santé, puisqu'il y a une association des associations qui les représente. Et au niveau, effectivement, du Levothyrox, il y a plusieurs associations de patients qui ont été très présentes. Et même, pour répondre à votre question sur le patient expert, elles ont mené aussi des études scientifiques parallèles. On marche sur la tête. Je veux dire que c'est quand même à l'État, aux autorités sanitaires, de faire les études scientifiques. Et du coup, par défaut, elles se sont lancées avec leurs moyens dans des études scientifiques. Pour vous, cette émergence des patients, c'est vraiment la marque de cette affaire du Levothyrox ? C'est ce en quoi elle est un tournant ? Alors, c'est une continuité, parce qu'en fait, le début, c'est le sida. C'est les années sida, avec AIDS, ACT UP et tout ça. Disons que c'est la continuation, effectivement, de ce qui s'est passé. Non, le début, c'est les années sida, avec AIDS et ACT UP. Mais en quoi cette affaire est symptomatique ? Alors, elle est symptomatique parce que même si on a avancé au niveau institutionnel en reconnaissant mieux le rôle des patients, on voit, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'est toujours la même mécanique. On n'écoute pas les plaintes, il faut un lanceur d'alerte ou une lanceuse d'alerte, et après, il faut qu'un média, effectivement, s'empare du sujet pour que ça devienne un problème national. Donc, en fait, l'affaire commence en mars 2017, mais elle explose le 16 août. Pendant 5 mois, il ne se passe rien sous les radars de l'Agence du médicament. Claude Pigement, merci d'avoir été ce matin notre grand invité. On découvre tout ça. Levothyrox, une scandaleuse négligence, c'est votre livre et c'est publié aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup. Merci.